Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver après des mois d'inactivité, de pause, d'absence, on appelle ça comme on veut, dans ce nouvel épisode du Callcast. C'est un épisode qui est un petit peu particulier parce que après plusieurs mois d'absence où effectivement c'était un format où j'interviewais un professionnel du call, là j'interviewe pas de professionnels. Vraiment, ils sont pas experts du sujet. Merci. Il y avait rien de mieux comme intro, je pense. Après plusieurs mois d'absence, je suis sur un nouveau projet qui s'appelle Akiro. Et aujourd'hui, les deux personnes qui sont avec moi, donc j'ai Flavien et j'ai Jenny à ma droite. C'est deux personnes que j'apprécie beaucoup parce que ça fait un an, là, sur ce mois de février 2026, ça fait un an qu'on est sur ce nouveau projet. Donc, je vais les laisser se présenter parce qu'effectivement, c'est eux qui m'ont ramené dans ce projet Akiro. C'est grâce à eux que je fais plus beaucoup de coaching. Et on laisse qui Flavien, Jenny? Vas-y. Non, vas-y, non, Flavien, je t'en prie. non. Vas-y. T'es sûr? Ouais. Bon, alors jusqu'où tu veux que je redescende? La maternelle, tu peux l'enfance. aller à maternelle, école primaire. Alors je suis né si tu à Châteauroux, la grande métropole. Non, ça, on s'en fout. Ah non, ça il a fait- réussi à le placer. Ah, il l'a placé. Non, je vais remonter à la genèse de Skelesia si tu veux, avec mon arrivée. On arrive chez Skelesia, ça peut être pas mal. Alors du coup, moi je suis arrivé il y a 3 ans chez Skelesia sur le recrutement de développement commercial. Tu donc sur t'appelles la Flavien partie... Villeneuve, commence par la base. Ouais, je m'appelle Flavien Villeneuve, exactement. Donc sur la partie setting LinkedIn, donc l'idée c'était de utiliser la brand que Scalesia pouvait avoir, donc les comptes de Benoît, de Jules, de Christian, pour capitaliser sur les ressources, le contenu qui était créé en fait. Donc c'était d'engager des conversations messages privés, et c'est devenu le canal numéro 1 de Scalesia assez rapidement d'acquisition. Et petit à petit, je me suis développé sur la partie commerciale où je prenais des calls, et est venu aussi ce projet du coup cette volonté d'externaliser la prospection, parce qu'en fait on avait plein de prospects qu'on remettait à la porte qui disaient le modèle de Scalesia, c'était vraiment de l'accompagnement, et on leur disait non, nous on fait pas de l'externalisation de prospection, on peut pas vous accompagner. Donne Donc, with you, donne for voilà, you, ce qu'on veut. exactement. Mhm. Donc on est parti de ce besoin de nos clients existants pour créer cette offre-là, qui est devenue une agence du coup, sur laquelle tu nous as rejoint donc en février 2025. Donc avec Jenny, ça fait depuis juillet 2024 par contre qu'on travaille là-dessus. Donc on reviendra sur l'histoire de tout ça, mais Bien sûr. on a fait pas mal de pivots, on faisait du setting LinkedIn, puis du mail aussi au début, et finalement on a pivoté sur le call, qui est le canal qui nous apporte le plus de résultats. Et donc voilà pour la petite présentation. Qu'est-ce qui t'a poussé, Ginny, tu pourras te présenter après, mais qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre ce projet d'acquisition, sachant que toi, de base, t'étais chez Scalesia, t'étais pas sur la partie acquisition, justement. Non, j'étais sur la partie justement Done With You, si on veut comparer carrément. le Done With You et le Done For You, donc sur la partie advisory. Et c'est vrai qu'en fait, naturellement, avec l'équipe qui était déjà en place, ils m'ont proposé, en fait, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir une personne supplémentaire dans l'équipe sur la partie account management. Il y avait déjà une équipe qui était déjà suffisamment staffée en fait là-dessus. Et ils m'ont proposé en fait en disant, voilà Jenny, est-ce que ça te dit d'aller te lancer dans cette aventure-là qui est l'externalisation. Je pense qu'avec Flavien et le reste de l'équipe, ça peut bien se passer. Je dis, go, franchement, en vrai, besoin d'un nouveau challenge, voir un petit peu ce que ça donne aussi. La partie AM, mais encore plus, on va dire, pertinente sur la partie service avec un livrable tel que des rendez-vous qu'on peut envoyer en call. Donc, naturellement, j'ai dit, go, quoi. C'était quoi les expériences que t'avais avant Scalesia, justement? Parce qu'on en Ah. a pas trop parlé, et c'est pour ça, justement, que je suis content de t'avoir aujourd'hui. Ouais, du coup, chez Scalesia, je suis arrivée un peu après Flavien. On est quasiment arrivés là sur la même année, Ah ouais mais quelques mois. Je pensais que t'étais plus ancienne que Ah Flavien. non, ça, je l'ai laissé démarrer, comme ça, je pouvais dire Ouais. que j'arrivais après. Ok. Mais il a plus C'était pas d'ancienneté que loin. moi. Ouais. Ok. Bon, 2 mois, hein, c'est pas énorme. 2 mois, ouais. Et en fait, avant, je faisais rien à voir avec ça. Donc, pas du tout du marketing, du gros marketing. J'étais plutôt. Ostréicultrice, j'avais Ah, ça aurait été intéressant. 8 vin blanc, moi, je suis content. De fou. Non, je peux pas trop en ce moment. Mais, Ah, en ce moment, ouais. mais du coup, non, avant, j'étais en agence de com. Donc, en Ok. gros, c'était plutôt le marketing publicitaire. Donc, en gros, plutôt des lancements de campagnes de produits, des campagnes médias, des campagnes aussi en retail, en magasin, en point de vente, dans des agences du paysage lyonnais. Donc, j'étais en la même chose, entre guillemets, c'est-à-dire que du coup, j'étais sur la partie front client. Donc, en direction de clientèle. Gestion clientèle plus prod aussi. Alors, prod aussi, forcément. Ouais. Mais du coup, il y avait une équipe avec qui je travaillais qui pouvait s'occuper de ça. Donc, quand on parle de prod, ça va être pas de la prod telle que des lancements de campagnes d'acquisition. C'est plutôt de la prod, on va dire, créative. Des campagnes que l'on crée avec des directeurs artistiques ou avec des planeurs stratégiques, par exemple. C'est des métiers qui sont très spécifiques en agence de com. Donc, du coup, ouais, effectivement, c'est un petit peu mon background. Donc, agence de com, paysage lyonnais. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 10 ans, forcément, je tournais un petit peu en rond. J'avais pas envie de quitter Lyon. Donc, Lyon, d'ailleurs, on est ici. Donc, j'ai toujours pas quitté Lyon. Donc, c'était un petit peu, c'était un petit peu le challenge. On est venu me chercher. Du coup, Scalesia est venu me chercher. Donc, j'ai dit, vas-y, go. Franchement, c'était un petit peu
le pas de plus, le petit challenge qu'il me fallait, c'est passer du marketing publicitaire au gros marketing que je connaissais pas forcément auparavant. Et c'était chouette, quoi. Ouais, j'étais contente. Ce que j'aime bien, c'est que la casquette, justement, marketing, c'est plutôt on va attirer justement les prospects à venir à nous, visibilité, etc. Et là, c'est totalement l'inverse. Là, c'est nous qui faisons du sortant. C'est Ouais. là où c'est l'outbound, hein, justement, c'est Ouais. tout ça. Donc, ce revers un peu de casquette, toi, du coup, tu étais un petit peu dedans, notamment avec le setting. Ça t'a pas fait bizarre un peu au début de se dire, OK, là, on a une approche qui est plus douce avec le marketing, etc., où on va attirer justement via des campagnes, etc. Là, c'est totalement l'inverse. Là, on crée carrément des campagnes d'acquisition et on va directement les appeler. Là, c'est du frontal, c'est du call, c'est du setting. Ça t'a pas fait. Comment tu t'es senti par rapport à ça? Bah, en vrai, ça a été parce que du coup, j'ai vraiment été dans un apprentissage qui était, on va dire, transitoire avec justement la partie advisory Done Ouais, with you. ouais. Parce que du coup, c'était plus du coaching. Donc, on faisait à la fois de l'acquisition, mais de la conversion, mais aussi un peu finalement de positionnement aussi d'entreprise, un peu de produit aussi. Donc, ça m'a permis de faire un peu une transition. Donc, c'était pas aussi, on va dire, Total. tranché, voilà. Et donc, où je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Au contraire. Donc, vraiment, en arrivant chez Scalezia, ça a été hyper formateur. En fait, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Mais pourtant, mes missions restent les mêmes. Donc, après, les compétences, voilà, sont un petit peu différentes, mais les missions sont un peu différentes. Je me contredis là-dessus, mais bon, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire que je reste sur la partie front client, mais que du coup, effectivement, l'aspect mission qui me sont données sur le marketing est un peu différent et franchement, c'était chouette. Ouais, donc pour résumer, tu es sorti de ta zone de confort, mais il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient aussi, qui t'a permis justement de pas être trop dépaysé, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et puis après, hyper bien entouré par l'intégralité de l'équipe, donc chouette, quoi. Ouais, Ouais, je suis bon, ouais. c'est ça. Et toi, de ton côté, enfin, du coup, je vous pose la question à tous les deux. Vous avez commencé sur le setting, on en a parlé sur notre vidéo, mais c'est important qu'on puisse le rappeler parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs, on voit beaucoup d'entreprises, bref, de commerciaux qui vont s'entêter sur un canal d'acquisition parce que ils ont vu un post LinkedIn ou ils ont vu quelque chose. Là, à quel moment vous avez fait le virage de se dire, OK, setting, mailing, ça ne fonctionne pas, il faut absolument fermer les vannes, il faut qu'on switch, il faut qu'on trouve un nouveau canal d'acquisition. Ouais. Donc, première question, qu'est-ce qui vous a fait de justement en donner envie de changer et pourquoi le call? Ce qui a fait qu'on a changé, c'est les résultats clients, tout simplement. Enfin, sur le Done With You, c'est ce on en parlait hier encore. On peut ne pas avoir de résultats, c'est pas que de notre faute, parce que c'est aussi de la responsabilité du client qui a peut-être pas mis l'intensité. Quand c'est du Done For You, s'il n'y a pas de résultat, c'est l'intégralité, c'est que de notre faute. Donc, tout simplement, le mailing, l'ultra-automatisation avec l'Emlist, tous les outils que tout le monde utilise, ça fait que les boîtes mail sont devenues saturées. Les providers Google, Outlook, etc., ils ont vraiment fermé les vannes, ce qui faisait qu'on c'était beaucoup plus difficile d'arriver ne serait-ce qu'en messagerie. Après, les gens, faut vraiment avoir des objets d'email hyper accrocheurs. C'était le post de je sais plus qui que tu as commenté. C'était un créateur de contenu où en fait, Salesforce, en gros, Salesforce, ils ont mis ça. dans l'objet, ils ont mis Your 2025 Pornhub Recap. Voilà, Donc, en c'est gros, en ça. français, c'est votre recap 2025 Pornhub. Et en fait, il y en a un qui a fait un post en mode regardez ce que Salesforce a fait pour qu'on puisse ouvrir les mails, etc. Et en fait, ce qu'il n'a pas capté, c'est que c'est un tweet qu'un mec a fait en mode limite, on va en arriver là pour que les gens ouvrent les mails. Ouais, c'est ça. Ils l'ont pas fait, mais je sais que il y a ça, c'est ça que j'avais commenté. Il y avait aussi un autre truc où très souvent tu vas avoir des conseils en mode c'est quoi votre ingrédient préféré, comme ça je le mets je sais pas sur une pizza, comme ça je le mets dans l'objet, ça le faut ouvrir. Ça je trouve ça un peu bullshit pour le coup, je suis pas forcément fan, mais... Donc voilà, ça c'est ce qui a fait qu'il y avait moins de résultats. Pareil sur la partie setting, moi je suis arrivé au début, enfin on l'a même démocratisé avec Scalezia, on l'a un peu initié, ça venait un peu des US mais on l'a vraiment fait à notre sauce. C'était vraiment un laboratoire, c'était trop cool d'ailleurs moi j'ai testé plein d'approches différentes pour voir ce qui fonctionnait le mieux et on a vraiment tout tué sur le sujet. On avait une équipe de 4, on est monté à 4 setters au total sur l'équipe. C'était le premier canal d'acquisition et de chiffre d'affaires de Scalezia, donc c'était trop bien. Mais le média de Scalezia, c'est aussi une de nos forces, c'est qu'on donne beaucoup aux gens. On fait beaucoup comme les contenus qu'on est en train de faire qu'on est en train de faire actuellement, mais c'est qu'on justement on démocratise des démarches que d'autres vont reprendre et on est arrivé un petit peu sur une saturation, plutôt une maturité d'un canal d'acquisition où le setting c'est devenu l'Eldorado qu'on avait du coup en 2023 jusqu'à mi-2024, il s'est vraiment essoufflé, où les gens en fait ils sont pas dupes. Certes, en fait c'était le fait d'envoyer un message ultra personnalisé à quelqu'un, les personnes se disaient mais c'est incroyable, moi d'habitude je reçois des campagnes Walaxy dégueulasses avec des pavés, là la personne elle me pose des questions sur mon activité, sur mon site internet, c'est vraiment du personnalisé, c'est la personne qui a pris le temps pour moi de m'envoyer un message, donc elle me considère, et le fait qu'elle me considère, je vais lui répondre, et si tu es intelligent dans les questions que tu poses, tu arrives jusqu'à un rendez-vous et tu as créé un vrai lien avec la personne, sauf que maintenant les gens à force de tu vas poser des questions
J'ai fait un tour sur votre site internet. Donc, Scalia, vous accompagnez que les boîtes B2B, vous faites aussi du B2C, tu vois, des questions comme ça. C'est des choses c'est devenu tellement démocratisé norme. que, voilà, c'est ça, Mhm. que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Et maintenant, il faut limite aller un peu plus droit au but. Moi, je pousse pas mal la prospection vidéo parce que je trouve que c'est une approche où justement, tu montres que tu prends du temps C'est pour fort. te prospect. Ouais, je suis d'accord. J'ai pris 3, 4, 5 minutes de mon temps pour te contacter, toi, précisément, des RH dans tel type de secteur d'activité. Et du coup, ça, c'est des approches qui fonctionnent bien. Mais Il y a moins ce truc aussi, ouais. séquence en fait finalement qui se rapproche un peu du mailing Ouais. qu'on peut percevoir assez facilement dans les bah, échanges. c'est ça. Donc, une vidéo, c'est il y a ta tête, tu es en train mais, d'envoyer, tu es sur leur site si c'est c'est- un site, donc c'est ultra personnalisé. C'est donc, incroyable. Et surtout, c'est dérangeant. C'est un peu comme le call. C'est un exercice qui est pas simple à faire, la prospection vidéo. Moi, j'accompagne du coup avec le Starter Pack, une des offres de Scalesia, pas mal d'entrepreneurs sur cette partie-là. Ils ont tous peur un peu de se montrer, mais ce que je leur dis, vous êtes en petite bulle sur un petit écran. La personne, elle a des sollicitations tous les jours, elle va plus se rappeler de vous. Je les pousse vraiment à faire ça. Donc, vu que c'est difficile à faire, peu de gens le font. Et donc, il y a encore beaucoup de place là-dessus. Et je pense que pour le coup, la prospection vidéo, c'est un truc qui va continuer longtemps. Un peu comme le call, même si ça se démocratise, on en parlera peut-être un petit peu. C'est compliqué de se faire rabâcher toute la journée. Il faut vraiment avoir une résilience de dingue. Enfin, c'est un métier. Certains entrepreneurs le font et c'est bien. Mais donc voilà, pourquoi on a fait le switch, pour revenir un peu à ta question de base. Tout simplement les résultats. Pas assez de résultats sur le setting. On a d'abord killé le call mailing. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne plus, mais en tout cas, les stats, il faut envoyer beaucoup plus de mails. Je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est 1000 mails pour avoir une réponse ou un rendez-vous. Mais c'est ridicule par rapport. Même au début de l'agence, on avait certains secteurs d'activité, l'événementiel, où ça prenait bien, ouais. ça prenait pas trop mal. On arrivait à faire des trucs cool avec des visuels, mais ça s'est vite essoufflé. Donc on a basculé tout doucement vers le call qu'on a intégré à partir de janvier 2025 dans notre offre. Bon, c'était une expertise qu'on avait déjà, mais qu'on faisait pas vraiment en done for you, et qu'on a industrialisé. Et petit à petit, on avait des clients où on faisait du setting et du call, et on a vu les performances que le call apportait, et du coup, petit à petit, on a mis de côté le setting pour vraiment avoir une offre un peu monoproduit, pour vraiment être de la spécialisation, pour être des tueurs sur le sujet. Et donc voilà pourquoi on a mis de côté ces Bon, canaux. après, faut se dire, c'est aussi grâce à toi, Augustin. Ah, bah oui. Vous avez pris la décision d'incorporer le call. Et ensuite, du coup, vous m'avez fait venir. C'était pour ça que je posais la question, mais j'ai juste revenir sur deux Mais trucs. c'est aussi lié à des échanges qu'on a pu Oui, mener parce qu'on s'entendait avant même bien, de se dire, voilà, bien donc sûr. c'est, Ouais, carrément. C'est vrai que ça a forcément on faisait aussi... déjà des contenus ensemble et tout, mais yes. je vais juste revenir sur deux trucs, sur ce que Flavien t'a dit. Déjà, sur le fait que ça soit autant essoufflé là, sur la partie setting. Ça fait 9 ans que je suis sur la partie acquisition. J'ai jamais vu un canal d'acquisition autant s'essouffler. Le call, ça fait des années que ça existe, le mailing aussi, la prospection épistolaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour la petite histoire, comment j'ai connu Scalesia, parce qu'on faisait du contenu ensemble et tout. Et à un moment donné, j'ai aussi sollicité Scalesia, moi, pour ma croissance personnelle. Ouais. Et on a implémenté le setting, là, sur mon profil, parce que je créais beaucoup de contenu. Et en l'espace de peut-être 7 mois, au début, ça marchait extrêmement bien. Et après, ça s'est essoufflé. Et j'ai vraiment vu l'essoufflement en live, donc ça, c'était incroyable. Ouais. Donc c'est sur cette partie-là. Et deuxièmement, tu as dit, tiens, done with you, done for you. Quand c'est done for you, c'est uniquement de notre faute, ça fonctionne pas. Là, je suis curieux d'avoir ton avis, Jenny, parce que done for you, parfois, même si on fait la meilleure campagne du monde, le meilleur script de call, on envoie des rendez-vous, etc., il y a des moments où il n'y a pas de résultat. C'est quoi un petit peu, toi, la typologie de non-résultat qu'on pourrait avoir dans ces cas-là, ou parfois, c'est peut-être pas de notre faute, parce que je suis pas tant que ça d'accord avec toi, même si parfois tu fais la meilleure campagne du monde, il y a des moments où on n'a pas de résultat, et c'est aussi de la responsabilité. Oui. Voilà, c'est aussi de la responsabilité du client. Ouais. En fait, il y a 2 points. Il y a le premier qui est de se dire pourquoi est-ce que le client nous fait appel à nous, c'est qu'on a quand même une mission à remplir, qui est celle de prendre des rendez-vous. Maintenant, si aujourd'hui on remplit toutes les cases de tout ce qu'il y a à faire, et ça on pourra en parler un petit peu peut-être de notre méthode un peu après, mais il y a aussi comment est-ce que c'est traité derrière. Nous, notre objectif premier, c'est de passer des appels, de booker des rendez-vous dans les agendas de nos clients. Et nous, on n'a plus la main derrière de comment se passe le rendez-vous. Donc, il y a aussi tout cet apprentissage derrière, soit qu'on accompagne auprès du client, soit que le client a déjà. Il faut qu'on puisse suivre aussi ce qui se passe en fait, dans le cycle de vente de ton lead. Comment est-ce qu'il avance ? Donc, une vraie, on va dire comment un résultat, c'est pas que juste un rendez-vous dans un agenda, c'est est-ce que ce rendez-vous A converti à la fin, est-ce que tu as une signature, est-ce que ça t'a amené du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des choses qu'on va surveiller forcément aussi. Donc là-dessus, c'est pas simplement se dire j'ai rempli ton agenda, c'est qu'est-ce qui se passe après. Donc nous, et tout le travail qu'on fait, nous, c'est aussi de regarder derrière comment c'est suivi. Donc nous, on a des calls de suivi très réguliers avec les clients pour savoir comment sont passés les rendez-vous, de dire voilà, qu'est-ce qui a peut-être pêché aussi pendant ton appel de découverte avec ce prospect-là. Donc, c'est tout cet accompagnement-là aussi derrière qu'il faut surveiller, donc qui est un peu, comme tu disais, un peu une responsabilité plutôt toi, mais plutôt partagée, mais plutôt sur des phases différentes. Ouais. Voilà, c'est plutôt ça.
La question que je voulais te poser, c'est là, avec le recul que tu as depuis 1 an, c'est quoi un petit peu les questions que tu dirais à un client de se poser avant de vouloir déléguer sa prospection? Que ce soit avec nous ou avec une agence, on s'en fiche. C'est vraiment là aujourd'hui, j'ai envie de déléguer ma prospection. Quelles sont les questions à se poser pour se dire, ok, c'est fait pour moi ou ok, c'est pas fait pour moi? Pour ma question principale déjà, c'est est-ce que j'ai un cycle commercial, j'ai une équipe commerciale qui est en capacité de bien convertir les rendez-vous qu'on va m'envoyer? Ça, pour moi, c'est la question majeure. Ouais. C'est est-ce que tu as aussi l'habitude de traiter des leads super froids? Parce qu'en Ok. fait, On l'a là, vu hier d'ailleurs. on l'a vu hier, On l'a pas vu plus hier, tard hein. qu'hier, avec des super clients qu'on a accompagnés. Ouais. Ils se sont retrouvés un petit peu finalement, pour l'anecdote, ils se sont retrouvés en disant waouh, on n'avait pas du tout l'habitude de ça. C'est des profils d'entrepreneurs, mais qui sont plutôt profils tech et qui n'ont pas cette connaissance en fait commerciale de dire comment est-ce que je traite quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi, que tu as eu 2 minutes ou 3 minutes par téléphone Ouais. et que tu te retrouves sur une visio où du coup tu dis bon bah ok bonjour, Je suis comment là ça se passe? pourquoi? Je suis là pourquoi? C'est Donc il y a vraiment tout ce travail déjà, je pense que de se dire comment est-ce que je traite un lead à haute bande à froid, est-ce que tu es en capacité de le faire oui ou non? Après, si tu sais pas faire et que tu veux quand même tester le canal, on peut quand même aussi t'aider et te donner des tips. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un background qu'il faut aussi avoir Ouais, clairement. pour pouvoir traiter correctement tous ces leads-là. Nous, on fait un travail monstrueux pour travailler les datas, travailler le pitch, travailler le script pour t'amener un rendez-vous. Si derrière, ça mène à rien, il y a peut-être un petit sujet aussi là-dessus. Il y a, tu disais, l'équipe commerciale aussi après derrière, si c'est le founder qui s'en occupe, parce que du coup, il y a aussi des équipes commerciales qui sont Solide, tout à fait. solides, avec un process aussi adapté. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on va aussi un peu regarder, cadrer aussi avec le client pour voir comment ça se passe. Voilà. Après, je suis avec toi, mais pour continuer là-dessus, hormis la métrique principale, ça va être le nombre de rendez-vous qu'on va apporter, ça c'est évident. C'est quoi un petit peu les signaux d'alerte, les red flags / les green flags que tu as surveillés sur une campagne, de se dire ok, là on est en confiance, là même s'il y a un peu moins de rendez-vous, là c'est pas mal, et là par contre tu vois, pas de retour client, le client il interagit pas sur le Slack, il commente pas les rendez-vous qu'on lui envoie, donc là c'est plutôt les green flags. C'est quoi un petit peu les deux métriques que tu vas surveiller toi de ton côté pour se dire là ça fonctionne un peu moins? Côté client, je veux dire? Ouais, côté client, ouais. Déjà, c'est simple, c'est la compréhension déjà de ce qu'on fait, de notre mission. Juste simplement de se dire, OK, est-ce que du coup, quelle est la qualification du lead que j'ai besoin? C'est-à-dire que, est-ce que pour moi, un rendez-vous, c'est un rendez-vous de curiosité? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un projet? Est-ce que c'est... Donc vraiment bien cadrer avec le client, quelle est en fait sa définition d'un lead? Il y a quelqu'un qui pourrait dire c'est juste quelqu'un qui peut être curieux, ou non, c'est quelqu'un qui a un projet qui est déjà prédéfini et qui doit sortir dans 3 mois. Donc ça, c'est des choses qu'il faut en effet bien cadrer avec le client. Il y a aussi sa capacité en termes de temps, de disponibilité. Est-ce que du coup, aujourd'hui, j'ai suffisamment de créneaux dans mon agenda pour préparer mes appels, faire mes appels, les honorer? Il ne manquerait plus que ça, qu'un client, on envoie des rendez-vous et il ne les honore pas. C'est déjà arrivé. Ce qui est déjà arrivé, ce qui est déjà très arrivé. frustrant, Très frustrant pour nous, aussi, parce parce que du coup, c'est double travail, il faut rappeler la personne, enfin voilà, remettre un petit peu en tête tout ça. Donc ça fait partie des questions qu'on peut, en tout cas, se poser la question au client pour cadrer. Après, je pense qu'il y en a peut-être d'autres. Je ne sais pas si Flavien, tu vois d'autres sujets. Donc on a parlé de préqualification, définition de qu'est-ce qu'un lead, La bande passante que tu peux avoir la derrière. bande passante. Ouais, non, globalement, c'est ça. Est-ce qu'il est aussi suffisamment équipé en termes de stack d'outils? C'est-à-dire que du coup, traiter un lead, c'est pas simplement faire le rendez-vous et attendre que ça passe. J'ai Ouais. envoyé un email et puis après, j'attends que le prospect Le vienne. follow-up, etc. En fait, Il y a- ce qu'il faut ouais. comprendre, c'est que sur cette brique-là, le call call, c'est une graine qui va, si je reprends l'écosystème Scalisia, c'est une graine qui va faire pousser un arbre, mais en fait, c'est Ouais. vraiment 1% de toute la partie commerciale derrière. Ouais. C'est que nous, en fait, on vient initier justement une conversation avec un prospect qualifié, mais en fait, derrière, il y a tout le travail de relance, il y a tout le travail commercial, et ça, pour le coup, malheureusement, on peut pas le faire à la On n'a place. pas la main dessus. On n'a Ouais. pas la main dessus. Et ça, que ce soit nous, ou toutes les agences d'acquisition de lead gen, c'est comme ça. Je vais te poser une question, Flavien, parce que Jenny elle a mentionné sur la partie data, et plus on est en train d'avancer, plus on est en train de se rendre compte que la data, c'est golden, parce qu'effectivement, si ta base de données n'est pas qualifiée, c'est même pas la peine. Et surtout, tous les efforts commerciaux d'acquisition que tu vas mettre derrière, ils tombent à l'eau. Toi, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu justement les grandes lignes que tu tapes, la checklist un petit peu quand tu vas quand tu vas créer une base de données? Ouais. Et surtout, c'est quoi un petit peu les bonnes pratiques que tu aimerais partager là-dessus?
Ouais, bah ça passe par la phase de kick-off, la phase de lancement. C'est vraiment poser plein de questions au client. Donc, le client vient nous remplir une fiche entreprise et on va lui demander de remplir qui sont ses ICP, qui sont ses personas. Des fois, c'est des notions que... ICP, c'est Ideal Customer Profile. Voilà, les c'est ça. personas, c'est la ICP, en personne. gros, c'est l'entreprise que vous souhaitez viser. Le persona, c'est la personne physique que vous souhaitez viser dans cette entreprise. C'est des notions que certains de nos clients ils sont pas assez matures là-dessus. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Donc, voilà, on le voit bien des fois dans la complétion de ces documents qu'on leur demande en lancement. Certains vont nous mettre vraiment quelques petites lignes parce qu'ils voilà, ils se disent bah, moi, je cible les directeurs commerciaux dans tel secteur, mais pas plus de détails. Je Avec certains vont vraiment beaucoup plus loin. je fais un temps mort là-dessus. Ouais. Si déjà l'entreprise qui a initié le produit, elle sait pas à qui elle va adresser ce produit, comment tu peux déléguer justement cette partie-là? C'est pas un red flag. Non, c'est pas, non, non, mais c'est parce c'est que pas un red flag, bien sûr. l'outbound est aussi là pour tester un marché. Ça sert aussi à ça. Alors, ça peut être aussi un Euh, effet inverse, mais il faut quand même connaître un minimum ton marché. C'est-à-dire que aujourd'hui, le terrain va aussi parler pour te confirmer ou non si tu t'adresses à la bonne personne ou pas. Il y a peut-être des évolutions, tu es peut-être en train de faire un petit pivot, donc du coup, c'est un peu l'occasion aussi de tester. Ouais. Mais c'est vrai que quand même, c'est quand même plus appréciable quand on veut travailler dans de bonnes conditions d'avoir un client en face qui est suffisamment mature sur en fait, à qui il s'adresse, son marché, et pour que nous, on puisse faire le travail correctement aussi. C'est ça. Et du coup, sur la phase de kick-off, donc on passe à peu près la moitié du temps, je dirais, sur la compréhension de son offre, son produit. Et le reste du temps, c'est que sur du ciblage, vraiment comprendre qui on vient cibler. Donc moi, je viens lui poser plein de questions sur l'entreprise, les entreprises en elles-mêmes qui souhaitent viser, quelle taille d'entreprise, quel secteur d'activité, est-ce que c'est que du B2B, du B2C. J'aime bien aussi partir des entreprises clientes pour faire du lookalike. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien, notamment par code NAF. Je sais pas, mes clients idéaux, c'est les agences de communication. Moi, je recherche le code NAF des agences de com. Donc au moins, je suis sûr d'avoir que des agences de com là-dedans. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Et surtout, la verticale que tu vas ouais. adresser dans ton discours, c'est aligné par rapport aux Exactement. agences de com. Donc ça, c'est Ouais, génial. c'est Ouais, ça. bien sûr. Et derrière, on vient faire des scripts adaptés en fonction des cibles. Et derrière, il y a la partie persona. Donc, on a segmenté maintenant la partie entreprise. Qui on vient contacter au sein de ces entreprises. Donc voilà, l'idée, c'est de prendre un petit peu tous les personas qu'on souhaite viser avec des façons différentes d'écrire ses intitulés de poste. Parce que la personne, la base de tout ça, souvent, c'est LinkedIn. Et quelqu'un qui est responsable ressources humaines, il va peut-être écrire RRH et pas responsable ressources humaines dans son poste. Donc, il faut écrire toutes les façons différentes, faire des recherches booléennes. Il y a des outils qui existent. Comme quoi? Mais pour voilà, les outils par lesquels je passe, donc c'est Sales Navigator pour, je dirais, 15% des campagnes. Et le restant, c'est Faro, par lequel je passe, qui est un outil qui est assez cool, français, qui vient... alors, l'avantage, on va dire, si je fais juste un petit focus là-dessus, de Sales Navigator, c'est que c'est de la source qui est très fraîche, parce que vous venez récupérer de la donnée LinkedIn. Donc la personne, si elle a changé de poste, elle a changé son intitulé de poste il y a 2 jours, eh bien ça sera à jour. Tandis que Faro, en fait, ils ont des algos qui viennent scraper tout le marché, ils viennent récupérer toutes les bases de données de LinkedIn, et après ils viennent les agréger. Donc il peut y avoir de la latence où la donnée n'est pas forcément super à jour. Okay. Donc c'est ça le désavantage. Et ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens scraper, donc avec ces outils, je viens sortir mes bases de prospects. Moi, je fais toujours un travail de cleaning parce qu'il ne faut pas faire confiance aux outils. Donc même si Faro est très bon, il y a moins d'erreurs là-dessus. Sur la partie Sales Navigator, il faut compter à peu près 20% de déchets. Moi, je demande des RRH dans tel secteur d'activité. Il va me sortir des bras droits de CEO, des stagiaires, des apprentis Intel, des fois des choses qui n'ont rien à faire. Je peux les exclure en amont, mais moi, je fais toujours un travail de cleaning manuel. Ça, on est en train de voir avec des agents IA comment d'automatiser certaines choses. Là, pour le moment, je ne vois pas comment je peux déléguer cette partie-là à une IA parce que c'est de l'ordre un petit peu de l'interprétation sur... je viens cleaner, je viens passer tous les intitulés de poste en revue pour s'assurer qu'on contacte les bonnes personnes, parce que quand on appelle quelqu'un en call, si c'est pas la bonne personne en face, ça peut frustrer notre call caller. On vient griller des cartouches parce que c'est du temps. Ah bah non, moi je suis pas du tout là-dedans. Donc, et surtout, on peut passer pour des cons devant le client si on lui dit, on lui transmet une liste avec quelqu'un qui est pas dans sa cible. Donc ça, c'est un travail que je fais toujours. Et ensuite, on fait valider toujours au client les bases qu'on vient contacter. Et une fois que c'est validé, eh bien, je viens enrichir avec des outils. Il y en a plein qui existent. Zelic, Pronto, Full Enrich, etc., Better Contact. Je viens enrichir les bases pour récupérer les numéros de téléphone pro. Et une fois que ça c'est fait, je l'importe dans l'outil de Power Dialer, comme Minari l'est. Pour faire les calls et le call caller après il est prêt pour se lancer. Mais donc il y a plein d'étapes, plein de process, c'est vraiment un process qu'on a mis pour que ce soit le plus carré possible et on le voit bien, on peut avoir le meilleur call caller du monde, le meilleur script du monde, si tu contactes pas la bonne personne, ça fonctionne pas. C'est vraiment c'est le cœur du truc, même si les deux vont ensemble, mais si on n'a pas de la bonne data, ça flingue les performances des campagnes, quoi. C'est là où toi le rôle que tu as, Jenny, il est monstrueux, je trouve, parce que
s'appuyer derrière sur quoi? Ouais, j'ai une image. T'es un monstre, Jenny. Je suis un monstre. T'es un monstre. Non, mais un truc aussi qui pour le coup obligatoire pour moi, c'est la partie call de suivi où tu vas t'appuyer aussi sur quelle data on a appuyé. Là aujourd'hui, c'est quoi un petit peu le discours que tu vas avoir quand le client nous a partagé une cible qu'il voulait, une cible qui a validé sur un marché, il dit moi aujourd'hui c'est ma cible, c'est les responsables de communication, tel secteur, etc. Et le terrain derrière, justement, le terrain nous fait comprendre que clairement cette cible, elle prend pas du tout. C'est quoi un petit peu comment tu vas l'amener auprès du client de se dire Eduardo, je prends un prénom comme ça. Eduardo, tu nous as dit qu'effectivement c'était cette cible-là. Là, clairement, on a passé 1500 appels sur cette cible-là. C'est compliqué. Comment toi tu vas l'amener pour lui dire qu'il faut qu'on fasse un switch de cible, sinon là, clairement, on va s'user. De toute façon, c'est simple, le terrain parle tout seul. C'est-à-dire que déjà, il y a l'aspect quantitatif, data. Il y a des choses qu'on traque très facilement en fait aujourd'hui sur les appels qu'on passe, à savoir le taux de décroché. Est-ce que du coup, on arrive suffisamment à avoir les personnes au téléphone? On surveille aussi effectivement le jour de la semaine. Est-ce qu'il y a des jours plus propices à l'appel selon les profils qu'on appelle? Par exemple, les DRH, on sait que les mercredis, les vendredis après-midi, non pas qu'elles ne travaillent pas, mais plus compliqué, parce que souvent, c'est des profils femmes qui ont peut-être des enfants, donc qui sont peut-être en part-time, donc plus compliqué. C'est un exemple. Donc déjà, il y a toute la data, on va dire, vraiment quantitative. Donc taux de décroché, il y a aussi le taux de conversion, taux de transformation. Donc sur toutes les personnes qu'on a eues au téléphone, combien ont converti en rendez-vous, donc combien ont été planifiés du coup en rendez-vous Ok, dans l'agenda. booké dans l'agenda. Donc ça, c'est des datas qu'on va pouvoir traquer. Il y a aussi du coup tout l'aspect, on va dire, plus global sur la data, retour du call caller. Est-ce que du coup les discussions sont intéressantes? Oui, non. Est-ce que je tombe sur la bonne personne? Oui, non. Est-ce que j'ai du rebond? Comment est-ce que je récupère du coup aujourd'hui? Et ça, c'est tout le travail des call callers et du collectif qu'on a, mais choper le nom, l'intitulé en fonction de la taille de l'entreprise. Donc c'est tout un travail qu'on fait et qu'on échange très très régulièrement. Toi, tu as des calls tous les jours avec toute l'équipe de SDR et de call callers pour justement récupérer ces datas-là. Après, il y a l'aspect tout qualitatif. Donc, quelles sont les objections que je rencontre? Quelqu'un qui est intéressé, oui, mais je suis déjà accompagnée, par exemple. Je veux bien prendre rendez-vous, mais je ne sais pas trop si je vais changer, si je challenge un petit peu mon partenaire actuel. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir récupérer aussi. On est déjà accompagné parce que c'est là aussi la difficulté de notre métier et de l'exercice du call, c'est que c'est un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur du sketch d'inconnu, je sais pas si vous voyez. Tu l'as? Non? Je crois que ça fait longtemps que je l'ai pas. Faut vraiment que vous fassiez les À chaque inconnus. fois, tu nous fais ça. chaque fois, je sors tu sors toujours les inconnus en plus. On en parle en 2 Mais jours. non, parce que là, c'est un autre sketch. Si vous dites, il y a le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Et le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. C'est un sketch d'inconnu. Bref. Ouais, Et il y a je suis déjà accompagné, mais je suis pas content. Et franchement, tu me montres un truc un peu mieux, et je serais OK de challenger, je serais OK de changer. Et il y a je suis déjà accompagné, mais ça fait 30 ans que j'ai ce partenaire historique, et je pourrais jamais changer. Pour le coup, c'est deux mots qui sont similaires, c'est je suis déjà accompagné. Ouais. Donc en fait, c'est là aussi de la difficulté de quand tu as un prospect qui dit ça, de se dire, OK, là, il y a la place, là, une porte d'entrée pour aller glisser quelque chose, et je peux aller glisser mon client. Et même, mon client, il est OK pour se dire, je peux rentrer, même si je rentre pas par la porte, je rentre par la fenêtre. Ou il y a des clients où, s'il y a déjà quelque chose en place, ils vont même pas y aller. Ça, c'est le truc. Ouais, c'est clair. Je fais cette parenthèse. Désolé. Mais tu as eu raison. D'ailleurs, j'ai remarqué quand tu fais parenthèse, tu fais toujours. J'aime bien faire. En fait, je fais coach de basket pendant 40 froid tout de suite. Là. On arrête. Voilà. On arrête le tournage. Alors, Est-ce que c'est une caméra. pause, Est-ce que c'est pour nous Faut que je fasse un. On arrête, c'est tout, c'est fini. Et après, comment est-ce que tu le présentes du coup au client? Tout simplement, c'est factuel. Donc, le terrain parle. Quoi? Rien, ça fait. Le terrain parle, les call callers aussi font des retours. Après, effectivement, si c'est que minime sur quelques prospects, on est là en disant attention, c'est des premiers indicateurs, donc on va quand même continuer. L'idée, c'est vraiment d'avoir une phase test suffisamment probante pour avoir des analyses, on va dire, plus poussées et réfléchies. Mais l'idée, c'est vraiment de commencer à préparer le terrain auprès du client pour qu'il commence à réfléchir si jamais il y a d'autres data à aller travailler. Et après, si le terrain nous dit que finalement, c'est plus compliqué que prévu, là, on change de campagne et on va sur autre chose. Ça ne veut pas dire que la data, elle n'est pas bonne. C'est juste que peut-être qu'on pourra l'utiliser plus tard si jamais on veut la retester plus longuement. Mais en effet, il y a quand même quantitatif, qualitatif, et puis après, derrière, tout le cadrage qu'on peut faire avec le client sur les échanges. Donc, on échange avec le client tous les mois, de manière à ce que justement, voire même toutes les 2 semaines, pour voir un petit peu et analyser ensemble. On s'est fait la réflexion hier quand on était à 3. Putain, ça fait déjà 1 an qu'on bosse ensemble. En 1 an, il s'est passé énormément de choses. La question, là, ça va être une question commune que je vous pose à tous les deux. Vous pouvez avoir la même réponse, mais là, je vous prends un peu de cours.
en un an, selon vous, alors c'est selon vous, c'est vraiment un avis personnel, quelle a été la plus grosse évolution que vous avez remarquée là sur la partie call-call? C'est sur la partie résultat, ouais, résultats attendus, que ce soit de la part des clients. Là, c'est quoi le plus gros changement que vous avez remarqué, que ce soit février 2025 à février 2026? pour moi, c'est les taux de décroché Ok. qui sont vraiment pas écroulés, c'est pas non plus catastrophique, mais vu ce que je disais en lien avec ce que je disais tout à l'heure, le Mhm. mail fonctionne moins, LinkedIn fonctionne moins. Du coup, les gens vont sur les canaux qui fonctionnent bien, donc le call. Mhm. On voit, ne serait-ce qu'en se promenant sur LinkedIn, après, forcément, quand on aime certains contenus, ça nous pousse des contenus Bien sûr. similaires. Mais moi, sur mon feed, j'ai que des trucs sur du call. Mhm. Et je pense que c'est vraiment un truc qui est revenu sur le devant de la scène, parce que ce qui apporte le plus de résultats. Donc ça crée un truc où plus il y a de concurrence, moins il y a de résultats, parce que les gens, ils commencent à comprendre quand ils décrochent le téléphone que c'est encore de la prospection. Mhm. Donc petit à petit, on va arriver sur un truc où les taux de décroché vont baisser. Jusqu'à combien, on sait pas forcément. C'est pour ça que maintenant, on a des outils, des power dialer qui nous permettent d'appeler. Parallèle dialer même. Parallèle dialer. Bah, en fait, Power Dialer, c'est celui qui va te permettre d'enchaîner des appels. Et le parallèle Ah dialer, oui, celui c'est qui ça. te permet Parallèle, de oui, faire Plusieurs des t'as appels, raison. ouais. Donc ça permet d'appeler C'est 3 métier. personnes ou 5 personnes simultanément. Donc ça permet de contrecarrer ça. Et après, non, sinon sur le taux de transformation sur décroché, ça n'a pas forcément bougé, parce que ça dépend pas de nous. Le fait, les taux de décroché, c'est le marché au global. On peut pas jouer dessus, c'est ce qu'on dit à nos clients. Quand il y a 7%, 10%, 15%, 20% de taux de décroché, on peut quand même changer de cible. Se dire peut-être que les DRH, ça répond vraiment pas. On peut peut-être descendre d'un échelon et aller taper le RRH qui répondra un petit peu. Mais ça, c'est une stat sur laquelle on peut pas jouer. Tandis que sur les personnes qu'on a vraiment en conversation, ce taux-là de transformation en rendez-vous, ça, on peut jouer dessus. C'est notre travail, en fait, de faire que ce taux soit le plus élevé possible sans envoyer de la mauvaise qualité. Mais je dirais que c'est vraiment ça. Ouais, voilà, c'est bon. Je m'arrête là. Ouais, Ok. c'est pas en tunnel. Bientôt les présidents. c'est ça. Et toi, Jen? Bah, c'est vrai que c'est le même constat, c'est-à-dire que du coup, ça nous a forcé aussi à être bien meilleurs en fait aujourd'hui, soit dans le script, d'être encore plus pertinent, d'être encore plus sharp, d'être presque en fait un commercial finalement, presque intégré de l'entreprise ou du client pour lequel on travaille. On a toujours dit notre objectif premier, c'est prendre un rendez-vous, mais pas que en fait. C'est-à-dire qu'il y a un vrai apprentissage qu'on se force à avoir et qui fait partie de notre process aujourd'hui pour être encore meilleur sur la qualification des leads qu'on envoie. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a une équipe de tueurs en fait aujourd'hui en call qui sont en capacité de répondre à des questions presque même techniques aujourd'hui que seul le client est censé pouvoir répondre. Donc c'est vraiment ça aussi, ça nous a forcé en tout cas cette année à être beaucoup plus sharp et on le ressent direct côté client. Les clients, ils sont contents, ils signent. Le cycle de vente, il est presque réduit parfois pour clair. des clients qui n'avaient pas forcément l'habitude d'outbound ou qui en avaient un petit peu et qui ont des cycles de vente super longs. En fait, finalement, on voit que le travail qui était fait en levier chez nous a quand même préparé le terrain pour eux derrière. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que moins de décrochés, mais meilleur taux de transfo derrière. Et voilà, après, il ne faut pas avoir peur du call-call. Le call-call, on en parle beaucoup, mais le call-call, ça peut paraître un peu brut comme ça. Mais en fait, c'est le canal qui te permet d'avoir, en tout cas, un lead qualifié et pas du tout venant. Quand tu fais des ads, alors je ne suis pas là pour taper sur n'importe quel canal, mais les ads, il y a du tout venant. Ce n'est pas forcément la cible que tu vas avoir. Tu vas avoir beaucoup de déperditions. Là, il y a un travail de data en premier. Il y a le travail de structuration de pitch derrière. Le rendez-vous, on s'assure aussi, nous, dans notre travail, c'est de s'assurer que le rendez-vous soit honoré. Il y a tout le travail qu'on fait de rappel, kit anti-no-show, pour que justement, on s'assure qu'il y ait l'engagement du prospect jusqu'à la date de rendez-vous. Donc moi, je trouve vraiment, c'est ça, quoi, la vraie évolution qu'on a eue et qu'on a réussi à prendre malgré, tu vois, cette data un peu pourrie de diminution du taux de décroché. Et franchement, c'est chouette. Et je trouve qu'aujourd'hui, les entreprises l'ont bien compris aussi. C'est-à-dire que le call avant, ça faisait très peur, mais les gens ont compris aussi l'enjeu que pouvait... la valeur que pouvait apporter ce canal-là, quoi. Je vous rejoins là-dessus forcément parce que on l'a vu et c'est la data terrain qui parle. Pour pas répondre la même chose que vous, même si vous m'avez pas posé la question. Merci Flavien, c'est gentil. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve que De ça, c'est... ah non mais c'est moi qui me pose les questions tout seul parce que je suis host. Non c'est Fais la langue. Non, fais pas la langue. en fait il y a un truc qui a changé aussi, c'est les attentes des clients par rapport au lead. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais chez Finker il y a 4 ans, 5 ans, l'agence de prospection qu'on avait avec Pierre et Laurent à Paris, les attentes des clients étaient totalement différentes. C'est-à-dire que
80% de nos clients étaient OK avec le fait de recevoir des leads où il fallait batailler un petit peu, etc., parce qu'ils étaient contents d'avoir un lead. Là, maintenant, c'est tellement la course, justement, à avoir le plus de leads possible, Ouais. que maintenant, une phrase, et arrêtez-moi si je me trompe, une phrase que nos clients disent dans 100% des cas, c'est « je préfère avoir un petit peu moins de leads que ce que vous m'envoyez, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus poussé Ouais. ». Il y a des exceptions, je suis d'accord, on a certains clients qui nous disent « les rendez-vous de curiosité, ça me va », Ouais. mais il y a 4-5 ans, les rendez-vous de curiosité, tout le monde les prenait. Parce qu'on savait qu'on pouvait rebondir, on savait que dans tous les cas, on pouvait retomber sur nos pattes. Là, maintenant, c'est si je veux quelqu'un en face de moi, je veux un projet, un timing, un numéro de sécurité sociale, je veux plein de choses. Et non, mais c'est un peu ça. Ouais, Pourquoi ouais. ça a changé Le numéro de sécurité sociale, je sais pas. Le numéro de sécurité. Pourquoi ça a changé? Je pense que déjà, je dirais que c'est devenu beaucoup plus compliqué d'avoir des leads. Déjà. Ouais. Et donc, à partir du moment où on a un lead en face de nous, on veut vraiment pas le louper. Et donc, il y a un gros taf de préparation qui est fait de la part de nos clients. Et là, pour le coup, pas plus tard qu'hier, que ce soit un profil tech ou un profil qu'importe le profil, il y a un gros taf qui est fait normalement, j'espère en tout cas, de préparation du rendez-vous. Ce qui fait que quand il se prépare justement sur le rendez-vous et il se rend compte que finalement, c'est pas qualifié, Ouais. il y a ce putain, j'ai payé un prestataire pour avoir justement un lead, finalement, c'est pas qualifié, alors que ça reste quelqu'un qui s'est déplacé, Ouais. qui a accepté un créneau par rapport à une proposition de valeur qu'on a amenée. Et donc, rien qu'avec ça, tu dois être en capacité de te dire, je peux faire quelque chose. J'ai de la matière à. Ouais. Et en fait, je trouve que ce ce confort dans lequel certains clients peuvent tomber, en mode, je veux absolument qu'il y ait un projet, un budget, un timing, etc. En fait, c'est notre bête noire pour laquelle on se bat, parce Ouais. qu'il y a quelqu'un qui s'est déplacé, soit en visio, en physique, il y a quelqu'un qui s'est déplacé pour te voir, on lui a parlé de ce que tu fais, et il est là face à toi. Certes, effectivement, il va falloir batailler, il va falloir faire du taf de commercial, je suis d'accord avec toi, mais il y a quelqu'un en face de toi qui fait partie de ton audience et de ta cible. Ça fait partie du cadrage au début du client. Bien sûr, Jenny. ouais, Il totalement. y a Ouais, certains clients qui veulent vraiment que de la pépite, où ils veulent très très peu de volume avec des matrices Bant très très poussées avant qu'on envoie un rendez-vous. On en a d'autres qui prennent un peu du tout venant, qui sont des brutes commerciales qui sont très très bons. Ils veulent rencontrer des personnes, des humains en fait tout simplement, pour créer du lien avec eux, et derrière leur taf commercial fait que ça transforme. Et donc voilà, ça va dépendre des dispos de chacun aussi. Beaucoup c'est des founders qui ont des journées très limitées comme tout le monde, et du coup ils veulent que de la pépite en rendez-vous, ils veulent pas s'embêter à faire 25 rendez-vous. On sera en capacité parfois de le faire, mais on vient réduire par rapport à la qualité qu'on peut envoyer, quoi. On a parlé. Jenny, tu voulais dire plus? Oui, mais en fait, il y a aussi ce travail en amont de cadrage, tu vois, de dire, OK, qu'est-ce que tu veux en termes de lead qualifié, ou voilà, nous, quand on a des clients qui nous disent, je veux tout, on est là, fait, mais merci, en fait, t'as de ouf. compris Ouais, l'enjeu, quoi. exactement. Mais il y a aussi tout derrière, tout l'aspect follow-up. C'est-à-dire que même si, par exemple, un prospect en appel téléphonique te dit « ouais, ok, ça peut être intéressant, etc. », il a verbalement dit « ouais, ça peut être intéressant pour moi, j'ai peut-être quelque chose », que ton rendez-vous de découverte s'est plus ou moins passé, mais qu'il n'y a pas de suite. En fait, c'est tout ce travail de follow-up aussi qu'il faut en fait, poursuivre. En fait, un lead, il ne se travaille pas sur un rendez-vous, il se travaille sur toute une séquence orchestrée que tu peux avoir. Et c'est vrai que certains clients aujourd'hui, soit ont la maturité pour le faire, mais certains ils me disent j'ai 150 séquences derrière de nurturing, et on dit yes, ça c'est top. Mais il y a vraiment un apprentissage aussi à faire là-dessus. Ça vient pas avec un projet, ils ont fait un rendez-vous, ça signe. C'est tout un travail commercial après derrière de process, quoi. Ouais, de toute façon, la outbound, ça fait ressortir les lacunes que tu as sur la partie commerciale, parce que si tu as été biberonné à que de la recommandation de ton réseau physique de personnes qui te recommandent, c'est facile, les gens ils viennent avec un besoin, une recommandation, à lui il travaille super bien, c'est super simple de le signer, tandis que si tu vas chercher des personnes à froid, tu es obligé d'avoir un super process de nurturing, de follow-up, avec vraiment un process commercial avec différentes étapes. Donc ça fait vraiment ressortir ces lacunes-là. Donc on a des clients qui sont déjà un petit peu plus avancés là-dessus, mais d'autres qui sont pas du tout matures sur ces parties-là. Et ce qui est cool aussi avec le groupe Scalesia, c'est qu'une de nos expertises, c'est l'acquisition, ce qu'on fait, et l'autre aussi, c'est la conversion. On les aide sur la partie implémentation d'un process commercial, donc c'est vraiment lié, quoi. Donc, on le voit, certains clients sont là au début un peu fermés. Alors c'est pas tous, heureusement, mais à se dire ah oui, mais les leads ils sont pas qualifiés. Et finalement, quelques mois après, ils disent ah en fait j'ai compris. Ouais, exactement. J'ai compris que finalement c'était pas que juste du rendez-vous, c'était tout un travail que je devais faire après derrière de suivi. Et c'est nous aussi notre rôle de pouvoir l'accompagner dedans, quoi. C'est ça. Et c'est quelque chose de très égotique aussi. Bah oui, moi je sais vendre. Non, il y a pas de souci. Je suis bon sur la partie commerciale. Et en fait, ils se rendent compte que ils ont fonctionné que à la recommandation, donc ça fonctionne pas. C'est vraiment quand tu te mets sur des leads froids, tu te rends compte que ah ouais, ok, c'est un métier, il y a des process. Il y a une phrase que j'aime bien prendre, c'est pourquoi quand on a deux clients qui ont la même proposition de valeur, il y en a un, t'envoies 130 leads, il signe 2 clients, il y en a un, t'en envoies 10, il en signe 8. Ouais. Pourtant, ils ont la même proposition de valeur, ils sont sur le même secteur, et parce qu'effectivement, derrière, c'est backé en amont, et nous, ce qu'on fait, c'est planter une graine sur un process commercial. C'est ça. On a parlé de plein de choses sur l'expertise, etc. L'idée de ce podcast, c'est que ce soit aussi un peu plus léger. Là, on va arriver à la fin, et j'ai envie de vous poser des questions aussi un petit peu plus légères, plus détentes, tranquillement.
Je vais pas vous demander c'est quoi votre couleur préférée, vous inquiétez pas. Violet. Vraiment? Bah quoi, oui. Ouais, ok, non, vous inquiétez toi. Le blouge. Bon, bah, je vous demande votre couleur préférée. Non, moi, j'ai plutôt envie de vous poser une question. Je pense que si on vous avait posé la question surtout toi, et peut-être même surtout toi aussi, il y a 5 ans, est-ce que vous voyez justement là aujourd'hui sur une agence d'acquisition sur cette place-là? Bah, je pense pas. Là, dans 5 ans, vous voyez où? Ah, des Dis-moi questions si. dures. Ah ouais, je sais que c'est dur, mais. Joker. Joker. Non, bah, dans 5 ans, je me vois où Non, À bah, Châteauroux. à Châteauroux, toujours. Non, je suis très bien dans ma région. Elle est Non, mais c'est. très belle, très agréable. Bah, toi, sur Euh, cette partie cofondateur Akiro, où est-ce que tu vas emmener le truc? Non. Et réponds, pas Ouais. parce que je suis là, t'inquiète. Ouais, non, bah, de toute façon, on a fixé un peu les objectifs avec Akiro. Je pense que dans 5 ans, là déjà, enfin, c'est assez fou parce que on a vraiment, je trouve, en 1 an et demi, fait le développement de ce que certaines agences font en 3, 4, 5 ans. C'est l'aide aussi de Scalesia, tous les process, tout ce que tu as, toi, l'expérience que tu avais à côté Advisory Scalesia, tout ce qu'on a mis en place. On a des process archi-béton que certaines boîtes vont peut-être mettre beaucoup plus de temps à mettre en place. Donc je pense que dans 5 ans, on sera vraiment très très avancé. L'idée, c'est de devenir vraiment les leaders du call en France. Déjà, je pense qu'on n'en est pas loin sur les agences de prospection, d'être vraiment les meilleurs. Enfin, en tout cas, on commence à se faire de plus en plus connaître. Le marché, le projet est tout récent encore, hein, malgré tout, on n'a pas tant communiqué dessus que ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'être l'acteur de référence, travailler avec des belles boîtes. Que voilà, on soit vraiment dans la tête des gens dès qu'il y a besoin d'externaliser sa prospection, qu'on soit l'agence de référence. Donc voilà, sans m'en parler de niveau de chiffre d'affaires à aller chercher, c'est plus être dans la tête des gens, je pense. Ok. Et ça va vite arriver. Je pense qu'avant 5 ans même, déjà, on commence. Quand je vois l'accélération qu'on a déjà actuellement et les résultats, la qualité de ce qu'on propose en si peu de temps, parce qu'il pourrait y avoir du rodage. On a fait certes des pivots au niveau des produits. Je parlais du mailing, du LinkedIn, là on s'est focus sur le call. Voilà, on commence à avoir un truc vraiment déjà béton après 1 an et demi, même si on kill les 6 premiers mois, peut-être même 1 an vraiment d'activité. Donc je pense que si on regarde ne serait-ce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on sera déjà très très avancé. Donc, et je te demanderai à toi aussi. Parce que je sens que tu vas te vexer. Posons la question à Lost. Alors, Non, je pense que du coup, c'était quoi la question déjà? C'est quoi un petit peu? Est-ce que tu as envie de rester sur la partie acquisition? Est-ce que. Enfin, sur ce secteur-là? Ouais. Bah, alors, déjà, est-ce que je m'imaginais là? Pas du tout. Mhm. Vraiment. C'est plutôt une bonne surprise, en fait. En vrai, c'est un apprentissage que je kiffe de fou. Ok. En plus, avec une super équipe, et on se marre quand même plutôt bien, en vrai. Arrête. Mais ouais, l'idée, c'est que dans 5 ans, on puisse vraiment avoir cette puissance aujourd'hui. On fait avec ce qu'on a aujourd'hui et on le fait bien. Je pense que là, la prochaine étape, c'est d'assurer une croissance avec encore plus de monde et la même énergie qu'on dégage aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on donne énormément d'une intensité aussi folle où on n'a jamais rien lâché et on se pousse mutuellement systématiquement à aller faire mieux. Donc comme je dis, si on le fait avec encore plus de collaborateurs, ça va être encore plus chouette. Donc vraiment, c'est ça que j'ai en tête dans 5 ans, de dire réussir cette croissance-là ensemble avec une full team de fous furieux. Moi, en vrai, ça va être bisounours, ça va être bisounours à mort, mais moi, On a un jingle pour ça ou pas? je vais essayer de caler un truc, je sais pas. Moi, je suis passé d'une casquette solopreneur où j'étais tout seul, où certes, je voyais des gens sur mes coachings, etc., à une casquette créer un projet d'équipe, que ce soit tant avec des collaborateurs, vous, que également avec la casquette SDR, avec la team qu'on se crée. Et moi, c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment d'emmener ce truc le plus loin possible avec les mêmes personnes, de se dire, putain, tu fais un coup d'œil dans le rétro, bordel, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Moi, ça m'a fait un truc de se dire, putain, ça fait 1 an, on se voit tous les jours. Ouais, c'est fou. Qu'on se voit littéralement tous les jours. Ressenti 4 mois, c'est ça? Non, mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit, ressenti 4 mois. Et en vrai, il y a des moments, certes, comme partout, je pense, où on se met sur la gueule, etc. Parce que surtout qu'en plus, on est en remote, donc compliqué. Moi, déjà, je suis pas bon en communication, je le sais. Et en plus, passer d'un solopreneur à travailler avec des gens, ça fait bizarre. Plus il faut communiquer parce qu'en plus on est en remote, donc c'est vraiment le gap, il est énorme. Mais moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est de se dire, on a été le plus loin possible qu'on pouvait, tout en ne pas laisser, ni en laissant pas trop de plumes. Je sais pas si ça se dit. Ouais. Ouais, ça se dit carrément. Et en kiffant le trajet, parce que certes, on peut emmener le plus loin possible, mais si on kiffe le voyage, ça peut être beau quoi, quand même. C'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que je dis. Ouais, un petit peu là. Allez, je vais finir parce qu'on va arriver sur ce. Et je vais finir avec une question que je vous avais posée en off, mais je voulais juste vous poser là-dessus. Votre film / album préféré. Et après, on peut terminer.
Ouais. Je vous la pose, je sais. Le film, on en a déjà parlé. Film, on en a parlé, Ouais. mais l'album. Ah, Votre album l'album, c'est préféré. chaud. Album. Parce qu'on a parlé de trop de taf là, et là il faut juste redescendre un peu Ouais. la pression. Tu veux que je commence? Je te laisse Vas-y, réfléchir j'ai comme ça. pas- Film, je sais. Film, bah. Film, je sais. Pulp Pulp Fiction. Fiction. Ouais, Pulp Fiction, on est bon. Vraiment, Tarantino. Tarantino. Ouais. Et après, en album, alors c'est vrai, on n'a pas trop. Enfin, on a plutôt les goûts assez similaires sur certains trucs. Ouais. Flavien, c'est pas ça. du Flavien, tout. je sais pas ce qu'il est. Enfin, j'arrive Ouais. pas à. Flavien, il est pas Musical. trop musique. J'ai moins votre culture musicale. Ouais, Flavien, t'as pas trop musique, ouais. Si, T'en parles peu. Ouais, j'en parle peu, mais Ouais. je vais moins dans des trucs un peu niche que vous. Ça, c'est Ok. sûr. Euh, Moi, l'album, je pense que c'est. Déjà, mon groupe préféré de tous les temps, c'est Phoenix. Ok. Français, Phoenix ou pas? Oui, bien sûr. Oui, français, ouais, carrément. De Versailles. Ok, donc Voilà. parisien, ouais. Et c'est l'album Bankrupt. Ok. Voilà. Alors, C'est l'album avec une énorme pêche dessus. Phoenix, c'est quoi? C'est du rock un peu pop, non? C'est du rock indé, ouais. Rock indé, ouais. À la Tame Impala un petit peu ou pas? Dans l'esprit, si Ok. tu veux, ouais. Ouais, j'ai pas trop écouté Phoenix. Mais j'irai Ça, écouter, du j'ai écouté ça Je sais pas trop non depuis le lycée. Alors, coup. Ok. Ok. on donnera pas mon âge C'est- pour pas ouais, faire de c'est ce que- calcul. ouais, C'est vrai que Et, tu fais pas il y a tes 28 longtemps. ans. C'est vrai que tu fais pas tes 28 ans. Je suis restée bloquée à 28 depuis très longtemps. J'avais raison avec le 28 du coup. Ouais. Mais ouais, c'est un peu mon album fétiche que j'aime bien réécouter. Et, Ok. et même, je crois que le groupe disait, c'est un peu l'album où il faut faire, enfin, il faut avoir fait 5 ans en musicologie. Enfin, ils sont un peu. Ah ouais. Ah, ils sont retournés le crâne Ils pour sont- le faire. ouais, c'est un truc un peu Hmm. niche et tout, donc c'est pas l'album qui a fait découvrir, qui est hyper mainstream, mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Donc, Ok. je conseille à Ton tout album le un monde. peu doudou, on mettra les liens en description. le gros youtubeur. Je mettrai les liens en Et description. les streams sont pour moi. C'est Prends ça. tous les droits d'auteur. Affiliation. Très Et bien. moi, donc le film, je voulais partager, c'était quoi? Il y a 2 semaines qu'on a parlé de ça Ah, peut-être. Ah, ouais. c'est pas un film. Si, C'est Gladiator. Gladiator. t'en as Ah parlé. oui, c'est vrai. Ouais, c'est Oui. Gladiator. Ouais, je m'en Tout, rappelle. l'histoire, les musiques sont dingues. Enfin, après, Hans Zimmer. c'est un peu cliché Gladiator, mais C'est pas cliché parce que là, c'est hyper. En ce moment, il y a un peu le côté mascu très décrié. Et comme Gladiator, Mm. c'est un film qui est hyper mascu, Ouais, c'est, ouais. je suis Maximus Decimus, tu vois, genre, c'est ça. avec la musique, avec le truc, le côté un peu épique, Ouais. il y a un peu mal vie pour certaines personnes. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. Et au niveau musique, pareil, ça va pas être très original. Je dirais Civilisation d'Orelsan, son album d'avant. Ah, j'ai pas je- trop écouté Orelsan. Ah ouais. J'ai un peu du mal avec Ah, lui. ah ouais, je sais que vous j'écoute. aimez bien tous les deux. J'écoute beaucoup. Bah, alors Je moi, devais le voir en j'écoute concert il y a 2 semaines ouais. qui a été annulé. un ça, petit par peu, reporté. ouais. Je suis pas hyper calée, mais j'aime bien ce qu'il fait. Ah, si, j'aime beaucoup. Ouais, c'est pas trop Ouais. ma vibe. Après. Ok. Rap français, c'est pas ma vibe. Hein, dans tous les Et Ah ouais. toi? Arrêtez. Ah, Et on termine il a- film, je vous l'avais dit. Film, c'est Sinister. Ah putain. Avec Ouais, les- mais c'est encore ces trucs d'horreur. Ouais, là. ouais. Quel enfer, moi, ça m'avait traumatisé ce film. Ouais, mais J'avais 15 pics. Scientifiquement, J'ai c'est juste le vu l'affiche du film et ça m'a déjà mis mal. Mais scientifiquement, c'est le meilleur film d'horreur. C'est scientifique. C'est là où ton niveau de BPM il reste le plus haut le plus longtemps possible. Vraiment, donc c'est le meilleur film d'horreur possible. Ah ouais. Parce que bref, et d'un point de vue album, j'hésite entre deux. J'hésite entre Mobb Deep, quand même, un bon vieux Mobb Deep, The Infamous, quand même. Soit lui, soit et là ça va vous surprendre, Chaka Ponk. Ah ouais? Ouais, et Chaka Je connais Ponk. Et Non, je en rigole. vrai, je mets Chaka Ponk et je mets The Geek and the Jerking Socks. Qui est Chaka Ponk, c'est Chaka Ponk qui j'ai fait mon premier concert avec Chaka Ponk. Je crois que c'est le groupe qui tourne indéfiniment, Ouais, je j'avoue. crois. Ils tournent arrête plus là. trop en ce moment. Bah, plus trop, mais il y Ouais. avait pendant 10 ans, je crois qu'ils ont tourné Tourné sur tout 2 le temps, albums. Quoi. Bah ils ont tourné C'est sur ça, lui j'avoue. et sur Je sais l'album plus d'après. Ouais, exactement, sur mais l'album il y a une d'après. époque. C'est White Pixel App, je crois, Ça celui arrêtait d'avant. jamais. Ouais. Et en vrai, le premier concert que j'ai vu, où en fait c'était un trampoline, une bâche de trampoline qu'ils avaient derrière eux, où ils projetaient Goz, leur mascotte. Et donc en fait, ils foutent le bordel sur la scène et derrière ils projettent le singe qui danse. Et j'ai vu ça, j'avais genre 12 ans. Et j'ai fait, qu'est-ce que c'est? 12 ans. Ouais, bah premier concert à 12 piges. Mais c'est marrant, t'as que des refs un peu, tu sais, de millennials, quoi, je trouve. Un Quoi? peu. Bah c'est-à-dire? Non, mais je veux dire, à chaque fois, je suis un peu surprise de me dire mais tu connais, ou en tout cas, c'était ton époque, tu vois, où je sais pas, où tu vois, bah, tu disais Mos Deep et tout. Ah, mais bah, moi j'ai grandi avec ça, hein. Mobb Ouais. Deep, Fleetwood Mac, les vieux films à l'ancienne, genre. Ouais. Ouais, j'avoue que je suis un peu vieux sur ça. Ouais. Ah, c'est cool. Bah, de ouf, carrément. Mais en des tout cas, bonnes j'ai vraiment passé un bon moment avec vous deux. Franchement, c'était très. J'espère que ça vous a plu aussi. Ouais, Ouais, pareil. pareil. Ouais, 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 super. ouais, Bon, ouais, on c'était s'attrape, on se fait une boucle. super. Mais merci, C'était top. merci beaucoup. Non, c'était un bon mix entre partage de tips, partage de valeurs et mieux vous connaître. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Bah, merci à vous. Je mettrai les liens de vos profils LinkedIn, ta chaîne aussi YouTube, Flavito, en description. Et puis, si vous avez des questions sur Akiro, sur le call, sur un peu tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. Merci beaucoup et à très vite. Ciao. Ciao.